Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je prends la parole aujourd'hui au sujet du projet de loi S-251, loi abrogeant l'article 43 du Code criminel, appel à l'action numéro 6 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Comme l'a souligné le sénateur Kutcher, c'est la 18e fois que ce projet de loi ou un projet de loi semblable est présenté. Tout comme lui, j'espère que c'est la dernière fois que nous verrons un tel projet de loi présenté au Parlement. Bien que, comme je vais vous l'expliquer, c'est pour des raisons différentes de celles du sénateur Kutcher. Comme vous le savez, ce projet de loi a pour objet de modifier l'article 43 du Code criminel qui se lit comme suit. L'instituteur, le parent ou la personne qui remplace le parent est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. En 2004, la Cour suprême s'est penchée sur la constitutionnalité de cet article. Dans son arrêt, la Cour a résumé l'affaire dont elle était saisie comme suit. La question qui se pose en l'espèce est celle de la constitutionnalité de la décision prise par le Parlement de délimiter une sphère dans laquelle les parents et les enseignants peuvent utiliser une force corrective mineure dans certaines circonstances sans encourir de sanctions criminelles. La disposition du Code criminel relative aux voies de fait interdit l'application intentionnelle et non consensuelle de la force à autrui. L'article 43 du Code criminel exclut de cette infraction la correction physique raisonnable des enfants administrée par les parents ou les enseignants. Chers collègues, c'est toujours la question dont nous sommes saisis aujourd'hui. Les parents doivent-ils être considérés comme des criminels si ils utilisent la force pour corriger leur enfant lorsque la force n'excède pas ce qui est raisonnable dans les circonstances? Je tiens à souligner que la question qui se pose ne peut être formulée comme suit. Les parents doivent-ils être autorisés à infliger des violences physiques à leurs enfants? Ou les parents devraient-ils être autorisés à agresser physiquement leurs enfants? Personne ne pose de telles questions. Personne ne défend la maltraitance des enfants. Mais on ressent une impression tout autre en écoutant les discours prononcés en cette Chambre. Le sénateur Kutcher a suggéré que l'article 43 du Code criminel octroie une protection à ceux qui utilisent la violence comme outil parental. La sénatrice Pate a déclaré que l'article 43 permet de défendre et de justifier la violence perpétrée contre des enfants. La sénatrice Petitclerc nous a exhortés à adopter ce projet de loi parce que, selon les paroles de Nelson Mandela, nous devons à nos enfants une vie exempte de violence et de peur. Et la sénatrice Moody a dit que l'article 43 faisait en sorte que les enfants étaient susceptibles de subir des formes de violence physique. De tels discours au sujet du projet de loi sont inquiétants, infondés et trompeurs. Permettez-moi maintenant de vous présenter quelques faits. En 2004, la Cour suprême a défini des paramètres très stricts et spécifiques qui limitent l'application de l'article 43. Après avoir examiné les témoignages et les preuves, le juge en chef a écrit que l'exemption de sanctions criminelles qui s'appliquent à la force corrective qui est raisonnable selon les circonstances n'est pas contraire à la Charte et que la notion de correction raisonnable est-elle si vague qu'elle doit être déclarée inconstitutionnelle, laissant les parents qui appliquent une force correctrice à leurs enfants à la merci des défenses de nécessité notamment. Et la juge en chef McLaughlin
a également dit qu'elle était convaincue que le consensus social général sur ce qui constitue une correction raisonnable, compte tenu des preuves d'experts sur ce qui est raisonnable, permettent de délimiter clairement le contenu de l'article 43. Et la juge a dit qu'elle était également convaincue, malgré tout son respect pour les opinions contraires, que le fait d'exempter les parents et les enseignants de sanctions criminelles en cas de correction raisonnable ne porte pas atteinte au droit à l'égalité des enfants. Et la juge a dit qu'elle était convaincue que cet article constituait une norme qui était conforme à la Constitution et qui protégeait à la fois les enfants et les parents. Ainsi, la tentative d'abroger l'article 43 du Code criminel n'a pas été rejetée une seule fois, mais bien 3 fois. 3 tribunaux ont examiné la question et 3 tribunaux l'ont rejetée. Tout d'abord, cette question a été étudiée en 2000 par un juge de première instance, le juge McCombs. Ensuite, elle a été examinée à nouveau par la Cour d'appel de l'Ontario et cette solution a été rejetée. Et enfin, cette solution a encore été rejetée en 2004 par la Cour suprême du Canada. Le projet de loi a déjà été présenté 17 fois au Parlement et n'a jamais franchi l'étape du comité. Alors, pourquoi le présenter une 18e fois après qu'il a été rejeté 3 fois par les tribunaux et 17 fois par le Parlement? Une telle démarche me laisse perplexe. Il n'y a aucune ambiguïté dans la décision rendue par la Cour au sujet de l'article 43. Et une étude a été menée par la Bibliothèque du Parlement sur cette question en février de cette année. Et dans cette étude, la Bibliothèque souligne que les juges ont déclaré que le libellé de l'article 43 signifie clairement que l'usage de la force doit être modéré et raisonné et qu'il doit s'appliquer à un comportement réel et qu'il est destiné à retenir, à contrôler ou à exprimer une désapprobation symbolique. De plus, l'article 43 ne justifie pas le recours à la force contre des enfants de moins de 2 ans ou contre des enfants vivant certains handicaps. Les juges ont également dit que les mots raisonnables dans les circonstances signifiaient que la force utilisée doit être temporaire et anodine et ne doit pas blesser ou dégrader l'enfant. Et selon la décision de la Cour, le caractère raisonnable fait en sorte que la force ne peut être administrée à des adolescents car une telle force risque d'induire un comportement agressif ou antisocial. Et la force ne peut comporter l'utilisation d'objets tels que des règles ou des ceintures et ne peut être appliquée à la tête. Et ces paramètres n'ont pas été imaginés par la Cour suprême. Ils ont plutôt été tirés de la décision rendue en première instance par le juge McComb qui a dit que les châtiments corporels qui causent des blessures constituent de la maltraitance, que les châtiments corporels ne doivent jamais consister en une gifle ou un coup à la tête et que les châtiments corporels infligés à l'aide d'objets tels que des ceintures, des règles ou autres sont dangereux tant sur le plan physique qu'émotionnel et ne doivent être tolérés. Et le juge a également dit qu'il était inacceptable de frapper un enfant de moins de 2 ans. Et il a été question également de l'administration de 1 ou 2 vesties légères à modérer avec une main ouverte qui ne cause aucun dommage physique. Donc, il ne s'agit pas du tout dans l'article 43 d'agression ou de maltraitance d'enfants. La Cour suprême l'a clairement indiqué.
L'article 43 ne s'applique pas à une utilisation de la force qui entraîne un préjudice ou qui est même susceptible de causer un préjudice. De telles situations sont criminelles. Donc, ceux qui commettent des actes de violence à l'encontre d'enfants devraient subir les conséquences de la loi dans toute leur ampleur. Et c'est d'ailleurs ce qui se produit au Canada. Plutôt que de protéger les enfants, le projet de loi S-251 aura de profondes conséquences négatives pour les enfants et leurs familles s'il est adopté, si l'article 43 est supprimé. L'ancienne juge en chef de la Cour suprême, la juge McLaughlin, elle a dit que c'était le cas, non pas en raison d'une dévalorisation de l'enfant, mais parce qu'on craint que cela risque de ruiner des vies et de briser des familles, un fardeau qui serait en grande partie assumé par les enfants et qui l'emporterait sur tout avantage découlant du recours au système de justice criminelle. La Cour d'appel de l'Ontario a également souligné que le lien d'amour mutuel et de soutien qui existe entre parents et enfants est essentiel et mérite un grand respect. Les perturbations inutiles à ce lien par l'État peuvent causer des traumatismes importants à la fois aux parents et à l'enfant. Les parents doivent bénéficier d'une liberté relativement importante et être protégés contre l'ingérence de l'État pour élever leurs enfants comme ils l'entendent. En outre, chers collègues, nous devons garder à l'esprit que si nous discutons de l'article 43 dans le contexte de la fessée, l'impact de la suppression de cet article est beaucoup plus large. Prenons la citation suivante. Le délit d'agression est défini à l'article 265 du Code comme l'application intentionnelle de la force à une autre personne, directement ou indirectement, sans le consentement de cette personne. Cette définition large, à elle seule, rendrait criminelles toutes les formes légères ou modérées de discipline physique, y compris la fessée telle qu'elle est définie en l'espèce. Sans l'article 43, d'autres formes de contraintes seraient criminelles, comme mettre un enfant réticent au lit, retirer un enfant réticent de la table du dîner, retirer un enfant d'une salle de classe qui refuse d'y aller, ou placer un enfant réticent dans un siège de voiture. Le fait que des formes de discipline parentale aussi communément acceptées seraient criminalisées sans l'article 43 est une considération très importante. Chers collègues, il ne s'agit pas d'un scénario exagéré et brandi comme tactique de peur par les opposants à ce projet de loi. Il ne s'agit pas non plus d'une théorie du complot avancée par les partisans de la Terre plate. Ce sont les mots du juge de première instance, le juge McCombs, dans son jugement sur cette question. L'ancienne juge en chef, Beverly McLaughlin, a fait écho à ses préoccupations dans l'affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law contre Canada, procureur général, en déclarant « La réalité est que sans l'article 43, la loi canadienne sur les voies de fait au sens large criminaliserait la force qui est loin de correspondre à ce que nous considérons comme un châtiment corporel, comme le fait de placer un enfant réticent sur une chaise pour un temps mort de 5 minutes. La décision de ne pas criminaliser ce type de comportement n'est pas fondée sur la dévalorisation de l'enfant, mais par le souci de ne pas risquer de ruiner des vies et de briser des familles. Un fardeau qui serait en grande partie supporté par les enfants et qui l'emporterait sur tout avantage découlant de l'application de la procédure pénale. Alors que d'autres se moquent de cette inquiétude et la rejettent d'un revers de main, elle est bien réelle. L'adoption du projet de loi S-251 ne protégera pas les enfants, mais les mettra en danger, ainsi que leurs familles. Chers collègues, si j'ai bien compté, 9 sénateurs ont parlé de ce projet de loi avant moi. Et bien que je respecte le droit de tous les sénateurs d'avoir leur propre opinion, il y a quelques points soulevés au cours du débat que je voudrais aborder.
Le premier est l'insinuation, selon laquelle la Bible sanctionne la violence à l'égard des enfants. Ce n'est pas exact. Nulle part dans la Bible, vous ne trouverez une défense de la maltraitance des enfants. Nulle part. Les références bibliques au châtiment corporel ne sont pas et n'ont jamais été une exhortation à la maltraitance des enfants ou une acceptation de celle-ci. En fait, comme l'ont souligné les historiens et les sociologues qui étudient l'Église primitive, l'une des raisons pour lesquelles le christianisme a connu une croissance exponentielle au cours de ces 300 premières années est la manière exceptionnelle dont les chrétiens traitaient les femmes et les enfants, contrairement à toutes les cultures qui les entouraient. Les chrétiens croient que chaque personne, indépendamment de sa race, de son sexe, de son appartenance ethnique ou de son idéologie, est créée à l'image de Dieu. En outre, aux yeux de Dieu, chaque personne a une valeur incommensurable, qu'elle soit née ou à naître, à tel point que Dieu lui-même était prêt à payer le prix de leur rédemption par la vie de son propre Fils. C'est pourquoi les chrétiens de l'Église primitive traitaient tout le monde avec respect, y compris les femmes et les enfants. Le sénateur d'Alphon a souligné que les anciennes lois romaines donnaient au père le pouvoir de vie et de mort sur ses enfants. C'est vrai. L'avortement était monnaie courante et les nouveau-nés non désirés étaient souvent exposés aux intempéries pour mourir, en particulier les filles nouveau-nées. Mais l'Église primitive a rejeté avec force ces attitudes et ces valeurs. Elle traitait les femmes et les enfants avec dignité, leur offrant un refuge sûr en des temps tumultueux. Il en va de même pour le christianisme aujourd'hui encore, et suggérer le contraire revient à déformer les faits. Toute référence biblique au châtiment corporel infligé aux enfants n'est pas une approbation de la violence et des abus. Une telle chose n'a jamais été envisagée par les auteurs des Écritures et n'a jamais été encouragée par les disciples du Christ. Au contraire, les chrétiens se sentent profondément responsables de la protection des personnes vulnérables et de la défense de ceux qui n'ont pas de voix. C'est pourquoi nombre d'entre eux s'élèvent sans complexe contre l'avortement et le suicide assisté. Je reconnais que certains sénateurs peuvent avoir du mal à accepter ce point de vue, mais cette position est ancrée dans la ferme conviction que toute vie humaine a une valeur incommensurable. En revanche, j'ai du mal à comprendre pourquoi nous sommes si désireux de modifier le code pénal afin de criminaliser les parents qui donnent à leur enfant une ou deux douces claques sur le derrière, mais que nous n'envisageons pas de modifier le code pénal pour préciser que le fait d'agresser sciemment une femme enceinte ou de lui causer un préjudice physique ou émotionnel devrait être considéré comme une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine. La deuxième chose à laquelle je voudrais répondre est l'affirmation répétée selon laquelle les recherches indiquent que tous les châtiments corporels sont néfastes. Cette affirmation est pour le moins discutable et varie en fonction des recherches que l'on choisit d'examiner. Je dirais que plus on y regarde de près, plus les soi-disant preuves commencent à s'effondrer. Par exemple, dans une revue académique, les chercheurs ont examiné 26 études sur ce sujet réalisées au cours des 50 dernières années et ils ont trouvé que, et je cite, « la comparaison favorable ou défavorable des châtiments physiques avec d'autres tactiques dépendait du type de châtiment physique. » En substance, l'étude a révélé que si les châtiments corporels reflétaient les paramètres définis par la Cour suprême, ils étaient jugés aussi bons, voire meilleurs que d'autres formes de discipline. Un résumé académique de 2019 des recherches existantes sur cette question a confirmé ces résultats antérieurs. En outre, il a révélé deux problèmes importants dans les études qui concluaient que tous les châtiments corporels étaient nocifs. Tout d'abord, ces études ne font souvent pas la distinction entre les résultats d'une discipline trop sévère et ceux d'une discipline physique non abusive.
Au lieu de cela, elle les regroupait, ce qui ne permet pas de comparer utilement l'impact des châtiments corporels qui dépassent les paramètres actuels de la législation canadienne et ceux qui sont administrés dans le cadre des lignes directrices établies par la Cour suprême. Deuxièmement, les études qui ont conclu que tous les châtiments corporels étaient toujours nocifs, et je cite, n'ont pas résolu le problème de la poule et de l'œuf, à savoir si un mauvais comportement grave entraîne une discipline physique ou vice-versa. Fin de la citation. L'un des arguments les plus forts contre les châtiments corporels est que la fessée est associée à des problèmes de comportement ultérieurs, tels que l'agressivité. Cependant, des études ont montré que cette corrélation existe avec tous les types de disciplines correctives. Et comme l'indique une étude, puisque tous les types de disciplines correctives sont associés à une agression ultérieure, celle-ci ne peut être attribuée uniquement à la fessée, sauf dans le cas d'une utilisation excessivement sévère et prédominante de la punition physique. Chers collègues, la plupart des soi-disant preuves contre la fessée sont basées sur de simples corrélations, ignorent les études sur la fessée conditionnelle et ne comparent pas les résultats de la fessée avec ceux d'autres mesures disciplinaires que les parents pourraient utiliser à la place. Elle ne soutient pas la suppression de l'article 43 du Code pénal. Mais qu'en est-il de la question de l'appel à l'action numéro 6, tel que recommandé par la Commission Vérité et Réconciliation? Permettez-moi d'affirmer catégoriquement que les abus subis par les enfants des Premières Nations dans les pensionnats ont été horribles. Cela n'aurait jamais dû se produire, et mes remarques ne diminuent en rien l'horreur des expériences traumatisantes auxquelles les enfants et leurs familles ont été confrontés. Et dans plusieurs cas, ils y sont encore confrontés. Dimanche dernier, cela faisait 15 ans que le gouvernement canadien de Stephen Harper présentait ses excuses aux survivants des pensionnats et reconnaissait les torts profonds et les traumatismes inimaginables subis par les enfants autochtones arrachés à leur foyer. L'héritage des pensionnats reste une tâche hideuse et horrible dans l'histoire de notre pays qui a dévasté des familles et des communautés entières. Comme vous le savez, dans le cadre du processus de réconciliation qui a suivi, la Commission de vérité et réconciliation a lancé 94 appels à l'action. Le numéro 6 demandait au gouvernement du Canada d'abroger l'article 43 du Code pénal du Canada. Toutefois, je tiens à souligner, chers collègues, que la Commission de vérité et réconciliation n'a pas été mandatée pour pénétrer dans tous les foyers du pays et dicter ce qui est approprié ou inapproprié en matière de discipline non blessante et aimante. En fait, pour un peuple qui a souffert de manière incommensurable à cause de l'ingérence du gouvernement, je serais surpris que les survivants des pensionnats endossent un appel à l'action qui préconise l'ingérence du gouvernement dans la vie d'autres familles. Le mandat confié à la Commission était de s'attaquer à l'héritage néfaste des pensionnats et non d'imposer des révisions radicales du droit canadien en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire légitime des parents en matière de discipline de leurs enfants. En outre, j'attire votre attention sur le fait que l'appel à l'action numéro 6 figure sous le titre « Éducation ». Le contexte de cet appel à l'action n'est pas d'imposer une philosophie de la discipline à tous les parents du pays, mais plutôt de veiller à ce que l'article 43 ne soit pas utilisé comme un bouclier permettant aux enseignants de frapper un enfant dont ils ont la charge. Cela va dans le sens de ce que la Cour suprême a décidé en 2004. Dans sa décision, la Cour a reconnu, et je cite, « Les châtiments corporels ne sont pas raisonnables dans le contexte scolaire, bien que les enseignants puissent recourir à la force pour faire sortir les enfants de la classe ou pour s'assurer qu'ils se conforment aux instructions. » Je soutiens qu'une application proportionnée de l'appel à l'action numéro 6 consisterait à amender l'article 43 pour supprimer les mots « instituteur » et « élève ». Cela ferait avancer le processus de réconciliation en répondant à la nécessité de remédier aux abus commis dans les pensionnats sans que son application ne soit trop large.
Chers collègues, nous vivons une époque troublée. Et de nombreuses familles ont l'impression que leurs croyances et valeurs traditionnelles profondément ancrées sont attaquées. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les manifestations de parents d'élèves qui ont lieu dans notre propre cours ici à Ottawa le week-end dernier. Et encore cet après-midi. Où vous pouvez vous pencher sur la bataille qui oppose actuellement le premier ministre du Nouveau-Brunswick au premier ministre. Alors que le premier ministre Higgs tente de défendre les droits des parents et que Justin Trudeau les rejette en les qualifiant d'extrême droite. Voici un extrait d'un article paru dans le National Post d'aujourd'hui. Les droits parentaux sont désormais une question politique d'extrême droite, selon Justin Trudeau. Il se peut que le premier ministre n'ait pas voulu dénigrer des millions de parents en les mettant dans le même sac que d'autres radicaux d'extrême droite, comme les suprémacistes blancs et les fascistes. Mais le fait qu'il l'ait fait témoigne de sa tendance à tirer à U et à dire. Il est regrettable qu'une fois de plus, M. Trudeau, qui a souvent dénoncé l'esprit de parti tout en prônant la conciliation, utilise une rhétorique incendiaire qui va aliéner une grande partie des Canadiens. Les propos de M. Trudeau, qui sèment la discorde, font suite au changement controversé apporté par le premier ministre du Nouveau-Brunswick, M. Blaine Higgs, aux règles relatives à l'égalité des sexes dans les écoles de la province. Chers collègues, c'est une chose de demander aux parents de s'adapter à une culture en évolution en étant tolérants envers les croyances qu'ils ne partagent pas et en faisant preuve de respect envers ceux qui ont des valeurs différentes. Mais lorsque l'État commence à imposer ses valeurs à ceux qui ne les partagent pas, il déchire le tissu social. La Cour suprême du Canada a été très claire. En matière de religion et de croyance, l'État doit être neutre. Pourtant, aujourd'hui, de nombreux Canadiens peinent à percevoir cette neutralité. Ils ont l'impression que leur gouvernement devient de plus en plus élitiste et qu'ils empiètent progressivement sur les compétences qui appartiennent traditionnellement à la famille. Comme je l'ai dit dans mon discours sur le prédécesseur de ce projet de loi, le S-206, je ne suis pas d'accord avec la plupart des déclarations du premier ministre Pierre Elliott Trudeau. Cependant, je suis d'accord avec ce commentaire qu'il a fait. Et je cite, « L'État n'a pas sa place dans les chambres à coucher de la nation. » Je pense également que l'État n'a pas sa place dans les foyers de parents aimants qui élèvent leurs enfants de manière responsable et bienveillante. Je vous remercie de votre attention.